Rebonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous allons faire la deuxième partie de l'évolution de la confrontation entre Antigone et Créon. Cette deuxième partie, je vais l'appeler Créon et Antigone, la confrontation. C'est là où il va y avoir vraiment cette vraie confrontation, ce débat, cette polémique entre les deux protagonistes, Antigone et Créon. Nous allons avoir affaire à un combat verbal. D'accord. La polémique, nous allons voir la polémique du oui et du non et la défaite d'Antigone. Et oui, Antigone va perdre dans ce round-là, elle va perdre dans cette étape-là, mais ce ne sera pas quand même fini d'aussitôt. Alors, nous allons voir quand même, avant de commencer l'analyse de la troisième étape de la confrontation, ou bien de la deuxième partie de la confrontation, nous allons faire quand même une petite mise en situation, rappeler les étapes précédentes. Donc, nous avons vu dans la première étape de la confrontation que Créon a tenté de sauver Antigone en promettant de faire disparaître les gardes. On voit que Antigone refuse et lance le défi en défendant son devoir religieux et fraternel. Antigone, comme on sait, est en train de faire un devoir fraternel envers son frère qu'elle aime et elle obéit à la loi de Dieu. Deuxième étape de la confrontation, puisque la première n'a pas marché. Créon va tenter ensuite de détruire les idéaux d'Antigone. Alors, premièrement, en démystifiant son héritage tragique de son père Édipe. Alors, il va salir l'image de son père, il va lui montrer que l'héritage tragique est absurde, que Édipe est un père irresponsable et un roi irresponsable. Après, il va lui donner un exemple. Bon, alors je ne vais pas trop vous donner de détails. Je vous invite à voir la vidéo précédente qui vous donne tous les détails nécessaires. Alors, et après, en soulignant l'absurdité du geste d'Antigone qui est inutile, le fait d'enterrer son frère, et l'absurdité des rites funèbres. Alors, je vous laisse avec l'analyse des troisième et quatrième étapes de la confrontation. Alors nous arrivons à une troisième étape de la troisième étape du face-à-face où Créon va tenter une autre stratégie. Il va se justifier, donner des raisons qui l'ont poussé à ne pas enterrer Polynice et à enterrer seulement Éthéocle. Cette troisième étape du face-à-face, ou bien troisième étape de l'argumentation de Créon, est en même temps une deuxième partie de la confrontation qui va montrer où le débat entre Antigone et Créon va s'intensifier et nous allons voir un peu plus dans ce passage-là le registre polémique qui est bien saillant dans cet extrait-là. Alors, voyons, le texte commence par une didascalie. Il la regarde et lâche avec un petit sourire. Il murmure, donc Dieu sait pourtant si j'ai autre chose à faire aujourd'hui, mais je vais tout de même perdre le temps qu'il faudra et te sauver, petite peste. Donc là, il va la faire asseoir sur une chaise. On voit quand même une didascalie importante ici. Il enlève sa veste, il s'avance vers elle, lourd, puissant, en bras de chemise. Donc ça montre que Créon va se préparer pour son argumentation, pour une nouvelle stratégie. Donc Créon va se justifier à Antigone. Il endure dans cette tirade-là. On voit qu'il lui explique pourquoi il endure la puanteur du corps de Polynice pour faire régner l'ordre sur Thèbes. La révolution ratée de Polynice aurait pu provoquer une anarchie. Effectivement, il lui dit, au lendemain d'une révolution ratée, il y a du pain sur la planche, il y a du travail à faire. De quelle révolution ratée il est en train de parler? Donc la révolution de Polynice, qui s'est révolté contre son frère, qui a voulu prendre le trône pour lui et qui a trahi un peu son pays. Donc
il y a du pain sur la planche, c'est-à-dire qu'il y a quand même un danger qui menace la ville de Thèbes, le danger de la révolution du peuple, ou le danger que le peuple... euh, alors, il y a quand même une possibilité que le peuple se révolte contre Créon, ou que le peuple essaye de faire la même chose que Polynice. Donc pour cela, Créon a besoin de punir Polynice pour donner un exemple et en même temps pour montrer au peuple qu'il est un roi juste qui punit Polynice, même s'il est d'ordre princier, même s'il a un statut princier, même si c'était le frère d'un roi, ben, c'est pour ça en fait c'est comme ça qu'il va éviter une révolution, c'est comme ça qu'il va éviter une anarchie et un chaos dans le pays. D'accord? Et il explique à Antigone qu'il s'agit seulement des contraintes politiques. C'est une histoire de politique. Tu vaux mieux que cela, donc il n'est pas nécessaire de mourir pour une histoire de politique. Je ne veux pas te laisser mourir dans une histoire de politique. Il dit aussi, le cadavre de ton frère qui pourrit sous mes fenêtres, c'est assez payé pour que l'ordre règne dans Thèbes. Mais la réaction d'Antigone, elle est un peu... elle est indignée, Antigone, elle est en colère contre Créon. Il lui dit, vous êtes odieux, c'est-à-dire vous êtes détestable, méprisable. Ben, tout simplement parce que quand il parle de Polynice, il parle de lui comme un corps puant, comme un corps répugnant. Et ça provoque quand même Antigone qui est en colère. Donc, voyant cette colère dans les yeux d'Antigone, Créon va lui dire que c'était une chose nécessaire. Oui, mon petit, c'est le métier qui le veut, c'est-à-dire oui, je suis méprisable, mais c'est nécessaire de faire ce que j'ai fait. C'était quelque chose d'important, je ne pouvais pas l'éviter, mais qu'est-ce qu'on peut discuter? C'est s'il faut le faire ou ne pas le faire, s'il faut le faire ce métier. Donc là, ça nous déclenche un débat sur le oui et le non. Donc, Créon qui représente le oui au pouvoir, il a dit oui contre sa volonté et non, et Antigone qui dit non contre sa volonté, d'accord? Non aux choses qui sont contre sa volonté. Donc voilà, donc Créon accepte de faire des concessions, Antigone n'accepte pas de faire des concessions. Quelle concession a fait Créon? Donc Créon a accepté d'être roi contre sa volonté. Il a sacrifié sa propre personnalité et ses idéaux personnels pour le pouvoir. Il a fait une concession. Et la preuve, Dieu sait si j'aimais autre chose dans la vie que d'être puissant. Donc Créon n'a jamais voulu être roi. Un matin, je me suis réveillé roi de Thèbes. Donc, alors là, Antigone lui dit, il fallait dire non. Alors, je le pouvais seulement. Donc, il y a toujours une expression de concession ici. Oui, mais je le pouvais seulement. Je me suis senti tout d'un coup comme un ouvrier qui refusait un ouvrage. Cela ne m'a pas paru honnête. Donc dire oui pour Créon, c'est une preuve de devoir. Donc il a le sens du devoir et de responsabilité envers la cité de Thèbes. Il était nécessaire de faire ce travail parce qu'il n'y avait tout simplement personne pour le faire. Alors, là, Antigone, elle dit non, moi, je n'ai pas dit oui. Je peux dire non encore à tout ce que je n'aime pas et je suis seul juge. Pour Antigone, Antigone refuse de dire oui à ce qu'elle ne veut pas. Elle dit non à la loi, elle dit non à l'autorité, alors non à la loi de Créon parce que elle est injuste, non à une autorité tyrannique, non aux contraintes. Donc elle refuse de faire des concessions. Qu'est-ce qu'une concession? C'est quand on accepte quelque chose qui est contraire à nos principes. Donc Antigone n'accepte pas tout ce qui est contraire à ses principes, elle n'accepte pas de faire des concessions. Donc le non pour elle, c'est une affirmation de sa liberté, de son attachement à ses principes. Et elle le dit d'ailleurs. Alors, voyons comment justifie Créon le fait que ce soit une responsabilité. Alors, on voit aussi plus bas
dans sa tirade. Donc il va utiliser une tirade plus tard, quoique cette tirade a été dite d'une manière violente parce qu'il est en train de secouer Antigone qui ne veut pas comprendre. Donc pour lui faire comprendre, il est en train de la secouer. Hors de lui, il est en colère. Donc il lui dit, il faut pourtant qu'il y en ait qui mènent la barque. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Qu'est-ce qu'il veut dire par une barque? Donc il s'agit tout simplement d'une métaphore pour décrire la cité de Thèbes. Donc il décrit le royaume ou bien la responsabilité du royaume comme une barque, comme un bateau, un navire qu'il est en train de conduire seul. Donc le gouvernail est là qui ballotte, l'équipage ne veut plus rien faire. Donc il est seul à conduire ce navire-là, ce royaume-là. Et cela prend ce royaume, il est menacé. Il a des dangers. Cela prend l'eau de toutes parts. C'est plein de crimes, de bêtises, de misère. Donc ce sont tous des dangers qui menacent la ville de Thèbes. Et lui, il est là pour arrêter tout cela. Donc il est là pour assumer cette responsabilité et réduire ses crimes et ses bêtises et ses misères. Mais cela n'est pas sans difficulté, sans obligation, sans contrainte, parce que il y a des contraintes, il y a des prix à payer. Les sacrifices et les concessions sont nécessaires, d'accord, pour que l'ordre règne, pour que l'ordre général règne, pour l'ordre général. Donc, et là, il lui explique à la fin de la tirade que, par métaphoriquement bien sûr, l'identité personnelle, donc le message qu'on peut comprendre, l'identité personnelle ou même la vie de certains individus devient insignifiante devant l'ordre et le bien général de la communauté. Il dit, la chose qui tombe devant le groupe n'a pas de nom. C'est-à-dire la vie d'une personne, alors n'est pas d'un individu, peut ne pas avoir d'importance devant la vie du groupe. D'accord? Donc on peut tuer quelqu'un pour faire vivre plusieurs personnes. Donc c'est un sacrifice nécessaire. Je vais revenir à la tirade pour que vous compreniez un peu plus. Donc il dit, on redresse devant la montagne d'eau, on gueule un ordre et on tire dans le tas. Donc parfois on est obligé de tirer dans le tas, même si on ne sait pas qui est dans ce groupe-là, sur le premier qui s'avance. Alors ce premier qui s'avance, ça peut, et la chose tombe devant le groupe. La chose qui tombe devant le groupe n'a pas de nom. Donc c'est pas une chose, mais c'est une personne. Donc il y a une chosification de la personne pour montrer que l'individu dans un groupe n'a pas vraiment beaucoup d'importance. C'est le groupe qui a de l'importance. C'est le groupe dont le nom importe. C'est peut-être celui qui, même si cette personne est une personne qu'on aime, il n'a plus de nom et toi non plus tu n'as plus de nom, il n'y a que le bateau qui est un nom et la tempête. Il n'y a seulement que le pays qui a de l'importance et les dangers qui menacent le pays qui sont importants. Donc pour éviter ces dangers-là, pour dépasser ces dangers, il est nécessaire parfois de faire des sacrifices comme a fait Créon. Il a sacrifié l'enterrement de Polynice pour faire régner l'ordre. Donc ici, Créon aussi sacrifie en fait sa personnalité même pour faire régner l'ordre dans la cité qu'il gouverne. Il a laissé tout ce qu'il voulait pour défendre son pays, pour faire l'ordre dans son pays, le pays qu'il gouverne. Alors là, on va voir la réaction d'Antigone. Comme on a déjà dit, Antigone, pour elle, le non est une affirmation de sa liberté. Qu'est-ce que veut dire le oui pour elle? Le oui pour elle est preuve de lâcheté, méprisable. Toute personne qui est capable d'abandonner ses principes, quelle que soit la raison, pour elle, il est méprisable. Elle ne le respecte pas. Donc, elle méprise maintenant Créon et refuse même de discuter avec lui. Elle mène l'offensive. Elle est en train de l'attaquer. Les réponses d'Antigone deviennent alors des réparties cinglantes. Qu'est-ce qu'on veut dire par des réparties? C'est tout simplement des réponses courtes qui mettent fin à la discussion,
qui viennent des réponses violentes, qui portent des idées profondes et qui vont arrêter la discussion tout court. D'accord? Donc là, c'est les réparties d'Antigone sont plutôt des critiques faites à n'importe quelle chose que dit Créon. Elle va lui dire par exemple, vous avez dit oui, je n'ai plus rien à prendre de vous. Donc elle arrête la discussion. C'est Lé, un homme qui a peur, parce qu'elle lui dit je vous fais peur, et c'est Lé, un homme qui a peur. Elle lui dit aussi maintenant vous allez me faire tuer sans le vouloir, et c'est cela être roi. Ben là, il y a une antiphrase. Pour elle, ce n'est pas être roi si on est obligé de faire ce qu'on ne veut pas. Ben c'est une antiphrase. Elle dit encore plus loin, pauvre crayon, moi je suis reine. Donc avec mes ongles cassés et plein de terre, je suis reine. Pourquoi elle dit qu'elle est reine? Parce qu'elle est en position de force. Elle est forte par sa détermination à aller jusqu'au bout de ses idées et ses idéaux personnels. Donc Antigone est prête à sacrifier sa vie pour garder sa liberté morale et obéir à la loi divine et universelle. Donc elle s'attache fermement à ses principes. Elle lui dit même, elle va juste au point de dire, je suis là pour vous dire non et pour mourir. Donc là, on voit ce défi, ce sens du défi qu'il y a dans les paroles de Antigone. Alors, Créon, pour lui, voyons, non, pour Créon, c'est quoi? Donc lui aussi, il ne va pas rester insensible à ce que dit Antigone, il va quand même se défendre. Il lui dit que dire non est un choix de facilité et un reniement de la personnalité, un acte lâche et absurde. Donc c'est ce qu'il dit dans sa réplique en bas encore. Donc pour dire oui, il faut suer et retrousser ses manches, empoigner la vie à pleine main et s'en mettre plein les coudes. C'est facile de dire non, même si on doit mourir. Donc là, on voit que c'est Créon qui considère Antigone comme lâche parce qu'elle n'assume pas la responsabilité. Pour lui, dire oui, c'est de la responsabilité, dire non, c'est de l'irresponsabilité et de la lâcheté absurde qui mène à la mort, une mort inutile. Mais quand même, alors si on essaye de voir qui est en position de force, bah c'est Antigone. Parce qu'Antigone, est-ce que Créon arrive à la convaincre? Parce que même malgré cela, elle lui dit qu'elle rêve hein, pour un roi des bêtes. Parce que lui, il lui dit, c'est une... là, il se justifie l'argument qu'il a donné. Les bêtes, elles au moins, elles sont bonnes et simples et dures. Elles vont se poussant les unes après les autres courageusement sur le même chemin. Donc il lui dit que même les bêtes dans la nature font la même chose. Et là, Antigone, elle est en train de se moquer de lui, elle se moque de ses arguments. Donc vous voyez que Antigone quand même garde cette position de force. Pourquoi elle est en position de force? Tout simplement parce que contrairement à Créon, Antigone est en position d'attaque. Elle tourne en dérision les arguments de Créon quand elle lui dit qu'elle rêve hein, pour un roi des bêtes. Elle refuse de l'écouter. Elle a, elle, le pouvoir de dire non, contrairement à Créon. Donc pour Antigone, il dit, si je peux, si je veux, moi je peux ne pas vous écouter. Donc là, le verbe pouvoir est au présent. Mais quand Créon parle de verbe pouvoir, il l'utilise au passé. C'est-à-dire que maintenant, il n'a pas ce pouvoir. Donc sa faiblesse, on la voit aussi quand il est en train de la supplier. Donc il perd sa force et devient impuissant devant le mépris que lui montre Créon. Que lui montre, pardon, Antigone. Il la supplie, alors aie pitié de moi, vis. Il recourt aussi à la violence, et quand on recourt à la violence, c'est un signe de faiblesse. Il la secoue soudain hors de lui, il est en colère, il est sur la défensive, contrairement à Antigone. Lui, il est en train de se défendre, de défendre son point de vue. Il est sur la défensive en se justifiant dans sa tirade métaphorique, explicative. Donc, dans cette étape-là, c'est Antigone qui prend le dessus.
Et même il lui dit à la fin, tu me méprises, n'est-ce pas? C'est drôle, je l'ai souvent imaginé. Donc il continue comme pour lui. Donc il est conscient, Créon, de sa faiblesse devant cette force de caractère de Antigone. Mais alors là, on voit le registre polémique est bien saillant, d'accord? Surtout dans les paroles d'un chacun, que ce soit de Créon ou même d'Antigone. Chacun essaye de discréditer l'autre, de montrer que l'autre n'a pas raison. Mais cela n'est pas fini. Créon ne va pas laisser tomber. Créon va essayer, dans une quatrième partie de cette confrontation, il va essayer de reprendre le dessus. Voyez, il a pris sa tête dans ses mains. On sent qu'il est à bout de force, il est fatigué, mais quand même, il va quand même faire une dernière tentative de sauver Antigone. Et bizarrement, vous allez voir à la fin que Créon va arriver à la convaincre. Donc, écoute-moi tout de même pour la dernière fois. Tu sais pourquoi tu vas mourir, Antigone? Tu sais au bas de quelle histoire sordide tu vas signer pour toujours ton petit nom sanglant? Cette question va attiser la curiosité d'Antigone qui va dire quelle histoire? Ben, celle d'Éthéocle et de Polynice. Donc, dans cette partie-là, Créon va recourir va faire son dernier recours. Il va essayer de détruire l'image des frères et dévoiler les secrets sordides familiaux. Donc il va faire premièrement une satire des frères et du rapport fraternel entre Antigone et ses frères. Donc il utilise un registre satirique. Regardez, mais avant il lui pose la question, que te rappelles-tu de tes frères d'abord? Deux compagnons de jeu qui te méprisaient sans doute, qui te cassaient tes poupées, qui chuchotant éternellement des mystères à l'oreille pour te faire enrager. Ils ne t'ont plus regardé du tout. Donc là, vous voyez ces expressions-là, pour montrer le mépris qu'avaient Polynice et Éthéocle envers Antigone. Donc il est en train de remettre en question le rapport fraternel qu'il y avait entre Antigone et ses frères. Donc c'est une façon de rabaisser l'estime d'Antigone, sa confiance en elle. Donc pourquoi tu fais tout ça? Ils ne te donnaient pas d'importance. Tu étais nul pour eux. Et là, même si Antigone quand même essaye de se justifier, c'était des grands, j'étais une fille. Vous voyez que Antigone c'est elle qui se défend maintenant, c'est elle qui est sur la défensive et c'est Créon qui est en position d'attaque. Faites attention. Antigone se souvient après que son frère Polynice lui avait donné une fleur de papier qu'il avait rapportée de sa nuit. Et là, Créon va utiliser ce souvenir d'Antigone qui est nostalgique pour lui dire et tu l'as conservée, n'est-ce pas, cette fleur? Et hier, avant de t'en aller, tu as ouvert ton tiroir et tu l'as regardée longtemps pour te donner du courage. Il est en train de se moquer, il est en train de lire dans les pensées d'Antigone. Et c'est vrai, c'est ce qu'a fait Antigone. Avant d'aller enterrer son frère, elle est allée voir cette fleur et pour lui donner du courage. Antigone tressaille, elle est émue qui vous a dit cela? Pauvre Antigone avec ta fleur de cotillon, sais-tu qui était ton frère? Donc là, on voit la position de force de Créon. Pauvre Antigone, c'est lui qui est en train de parler sur un ton satirique avec Antigone. Il est en train de mettre à nu la faiblesse et la naïveté d'Antigone, qui fait son geste par amour, par admiration pour son grand frère Polynice, qui lui avait un jour offert une fleur. Alors, il ne manque pas d'utiliser des termes péjoratifs pour décrire ce frère. Un petit fêtard, imbécile, un petit carnassier dur et sans âme, une petite brute. Donc, on voit des termes péjoratifs dévalorisants de Polynice. Après, il va lui dévoiler les secrets. Premier événement qu'il va lui dévoiler et que Antigone ne connaissait pas ou qu'elle avait tout simplement oublié.
Il lui raconte une scène effroyable où Polynice, le fils ingrat et impitoyable, insulte et frappe son père infirme. Donc là, ton père venait de lui refuser une grosse somme qu'il avait perdue au jeu. Il est devenu tout pâle, il a levé le poing en criant un mot ignoble. Son poing de brute a tout volé dans le visage de ton père. C'était pitoyable. Ton père était à sa table. Il pleurait. Il saignait du nez. Polynice ricanant. Donc, nous avons là un registre satirique pour décrire le frère et un registre pathétique pour décrire l'effet un père battu par son fils. Donc tout ça pour montrer à Antigone qu'elle n'a pas à garder un bon souvenir de son frère parce que c'est un mauvais frère et un mauvais fils. Juste après, il lui dit aussi que ce n'est pas seulement Polynice qui est le mauvais, mais les deux frères, Polynice et Éthéocle, ont tenté d'assassiner leur père. Et ce n'est que hasard si Polynice a réussi le premier. C'est Polynice qui a assassiné son père Édipe. Et là, il lui dit, les attentats se succédaient et les tueurs que nous prenions finissaient toujours par avouer qu'ils avaient reçu de l'argent de lui, c'est-à-dire de Polynice. Toutes les personnes qui avaient les tueurs d'Édipe qui ont été arrêtés ont avoué qu'ils avaient touché de l'argent de Polynice. Pas seulement de lui d'ailleurs, c'est-à-dire pas seulement de Polynice, mais aussi de Éthéocle. Le bon fils avait essayé lui aussi de faire assassiner son père. Le prince loyal avait décidé lui aussi de vendre Thèbes aux plus offrants. Donc là, on voit qu'il y a des antiphrases. Ben, ce n'est pas un bon fils qui est celui qui veut assassiner son père, et ce n'est pas un prince loyal qui veut vendre son pays. Donc là, il montre sur un ton satirique, ironique, que les frères sont des mauvais frères. Et il va encore lui dévoiler un autre secret. Le refus de sépulture du corps de Polynice, qui pourrait ne pas être le sien, n'est qu'une mascarade jouée au peuple pour le calmer et pour faire régner l'ordre dans Thèbes. Donc tout ça c'est de la comédie. J'ai fait ramasser un des corps parce que quand les frères se sont battus, la charge de la cavalerie, c'est-à-dire toute l'armée, est passée sur les corps, a marché sur les corps. Et les corps sont devenus en bouillie. Ils sont méconnaissables. Et ça, c'est assez écœurant, c'est assez dégoûtant ce que lui raconte Créon. Il a dit qu'il a ramassé un des corps, le moins abîmé, celui qui était le plus complet possible, pour mes funérailles nationales, et j'ai donné l'ordre de laisser pourrir l'autre où il était. Je ne sais même pas lequel et je t'assure que cela m'est bien égal. Donc, Créon est en train de lui montrer que le corps qui est en fait en train de pourrir, qui n'est pas enterré, ça pourrait ne pas être le corps de Polynice. Donc Antigone, le corps qu'Antigone est en train d'essayer, pour lequel Antigone va mourir, pour lequel elle est en train d'accomplir un devoir, je sais pas, un devoir religieux, devoir fraternel et tout ça, ça ne vaut rien, c'est inutile parce que ça pourrait même pas être le corps de Polynice. Donc là, on voit que Créon est en position de force. Il a gagné le débat. Et à la fin, on voit qu'il se lève et il remet sa veste. Parce que cette veste qu'il avait enlevée au début, maintenant il va la remettre parce que ça y est, il a fini. Il sent qu'il a gagné. Il sent qu'il va sortir vainqueur de cette bataille. Alors, regardez la faiblesse d'Antigone. Donc, Antigone perd de sa force et de son offensive. Antigone qui était forte dans la partie précédente, qui utilisait des réparties, des oppositions. Alors, ces oppositions vont être remplacées par des questions. Elle va commencer à se justifier. C'était des grands, j'étais une fille, donc elle est maintenant sur la défensive. C'est Créon qui attaque et c'est Antigone qui se défend. Il y a même des supplications et le supplie quand il lui raconte
la scène où Polynice a frappé son père, elle est en train de supplier et lui dire non, non, ce n'est pas vrai. Et elle est émue. Aussi, on voit des consentements. Elle dit oui, c'est vrai. Il y a aussi des didascalies qui montrent sa faiblesse. Elle tressaille. Elle dit sourdement. Elle se lève comme une somnambule. Donc tout ça pour montrer que finalement, Antigone comprend enfin que son frère ne mérite pas son sacrifice. Elle se décide de rentrer à sa chambre. Donc pour la première fois, Antigone est faible. Elle renonce à sortir, à enterrer son frère. Et ce qui le montre, c'est la dernière réplique quand elle dit, quand elle se lève comme une somnambule, elle dit, je vais remonter dans ma chambre. Alors vous l'avez ici en bas. Alors, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Je vais remonter dans ma chambre. Donc, voilà, Créon a gagné cette bataille. Mais attention, ce n'est qu'une bataille, ce n'est pas la guerre. Parce que Antigone, comme on sait, Antigone va mourir à la fin. Et si Antigone rentre maintenant dans sa chambre, elle va pas mourir. Cela va faire un changement dans l'histoire. Mais on sait déjà dès le début qu'Antigone va mourir. Donc il va y avoir quelque chose, un déclic, quelque chose qui va pousser encore Antigone à se révolter. Et ça, c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie. Restez connectés. N'oubliez pas de voir la troisième partie que je vais publier prochainement, très très bientôt. J'arrive à la fin de ma vidéo. Merci beaucoup pour votre attention. Alors n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la petite cloche en bas pour voir les autres parties de la confrontation. Et n'hésitez pas à me donner vos avis ou vos questions en commentaire. Je serai très heureuse d'y répondre. Alors je vous dis au revoir et à très très bientôt.